Je vais partir de la fin de ma communication, en fait. Je vais partir à rebours et partir donc dans le présent. Donc, le droit de la protection sociale en Europe, il est en train de subir des évolutions très fortes, notamment grâce à la notion d'égalité et surtout la notion de discrimination directe selon le sexe et la discrimination indirecte selon le sexe. Alors qu'est-ce qu'une discrimination indirecte selon le sexe ? C'est lorsqu'une différence de traitement apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe, à moins qu'elle ne puisse être justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute différence sur le sexe. Et cette notion de différence, eh bien on la retrouve, de notion de discrimination directe et indirecte sur le sexe, elles ont eu des influences sur notre législation nationale. J'ai donné 2 exemples rapides, mais qui vont me permettre ensuite de repartir dans le passé. Il y a d'abord eu une affaire Grismar en 2001, où on a contesté, donc des fonctionnaires ont contesté la bonification qui était faite en matière de pension civile et militaire aux femmes ayant élevé des enfants. Et la Cour européenne de justice a dit que si cette bonification visait à compenser des désavantages professionnels qui résultent pour les fonctionnaires féminins de leur éloignement du travail pendant la période qui suit l'accouchement, auquel cas la situation du travailleur masculin n'est pas comparable au travailleur féminin, ou est-ce que cette bonification vise à compenser des désavantages professionnels qui résultent pour les fonctionnaires féminins du fait d'avoir élevé des enfants ? Et dans ce cas-là, il faut comparer la situation de l'homme fonctionnaire et de la femme fonctionnaire. Et le juge de l'Union européenne a continué en disant le législateur national a utilisé un seul critère pour l'octroi de la bonification en cause, savoir l'éducation des enfants. Et l'éducation des enfants peut être aussi bien élevée par la mère que par le père, et sans compter que cette bonification remonte à 1924. Et on nous a donc demandé de modifier notre loi de retraite, ce qu'on a fait en 2004. Alors du coup, pour essayer de contourner la demande de l'Europe, le législateur français a certes a maintenu cette bonification, mais il l'a maintenue en disant que si elle était accordée à tout fonctionnaire qui aurait interrompu son activité professionnelle durant 2 mois. Et donc là, on a monsieur Léon qui est monté à nouveau en justice, jusque devant l'Europe, et qui a dit, mais là, il y a discrimination indirecte selon le sexe. Parce que 2 mois, qui va s'arrêter pendant 2 mois dans nos législations ? Ce sont les femmes. Voilà. Et donc, on nous a obligés à nouveau à modifier notre droit de retraite, et par là aussi, tout ce qui est droit à congés parentaux, etc. C'est cette diminution de notion de discrimination. Alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que ces arrêts et surtout les débats qu'ils ont entraînés dans la presse sont révélateurs certes d'une évolution de la société vers plus d'égalité hommes-femmes en matière de protection sociale, mais ils sont aussi également révélateurs des freins à cette évolution et des conceptions qui sont à la base de nos systèmes de protection. Et s'il y a et c'est souvent donc des protections qui sont finalement genrées et inégalitaires. Et s'il y a un exemple qui est vraiment inégalitaire et discriminant, eh bien c'est le droit de la protection sociale du veuvage. Et du coup, je vais vous ramener dans le passé, puisque je suis historienne du droit, donc même si j'aime bien le présent, j'aime bien partir loin, alors pas trop loin, on va remonter à 1870 jusqu'en 1945. Et donc en fait, quand le législateur se pose la question de comment protéger les ouvriers, les salariés, les fonctionnaires qui n'ont que leur force de travail, il envisage différentes pistes, l'assistance, l'assurance. Et puis, au cours de ces débats, se pose systématiquement la question, mais les veuves, qu'est-ce qu'on fait des veuves ? Parce que
Le veuvage, il est présent, il est très présent dans la société française avant la Première Guerre mondiale. On a quand même à peu près, presque 13% de veuves en 1911. Puis on aura la Première Guerre mondiale qui va bien évidemment augmenter considérablement les chiffres. Et puis on a une vision du veuvage. Donc ce sont des femmes, et ce sont des femmes seules, soit chargées de marmaille, soit des pauvres vieilles qui ont trimé toute leur vie et qui maintenant n'ont plus rien. Ce qui est un peu paradoxal et caricatural, parce que quand on analyse la situation des veuves, il y a bien des veuves chefs d'entreprise, etc. Mais donc c'est cette image-là qui revient systématiquement dans les débats parlementaires. On a deux types de veuves, la vieille éplorée ou la jeune mère chargée de marmot, et qu'ils font donc aider. Le problème, c'est que le législateur, déjà, il n'a pas, quand il se pose la question des risques qu'il faut assurer et mettre en place dans tout son cheminement sur les assurances, s'il a reconnu le risque vieillesse, s'il reconnaît le risque mort, en prévoyant des capitaux d'essai dans ces différentes législations pour les femmes, le risque veuvage, il se refuse à le voir comme un risque social. Déjà. Donc, pourquoi ? Parce que le veuvage n'est pas un facteur autonome de paupérisation pour le législateur. Quand on lit les débats, quand on analyse les débats parlementaires, il est seulement un facteur aggravant. C'est l'association veuvage charge de famille, ou veuvage vieillesse, ou veuvage handicap, qui fait qu'on peut se retrouver dans un état de pauvreté sans prendre en compte une société qui fait tout pour que la femme n'ait qu'un salut, qui est le mariage, se marier, élever des enfants, et qui souvent travaille certes avant le mariage, s'arrête pendant le mariage ou a des travaux qui sont moins bien rémunérés, et puis reprend une activité justement au moment du décès. Et donc, cette handicapologie, d'ailleurs, on la retrouve en matière d'assistance. On a exactement le même raisonnement quand on décortique toutes les lois d'assistance sur la vieillesse, etc. Il y a aussi la question des veuves qui est posée, et à chaque fois, on retrouve la même idée. Ce n'est pas le veuvage qui peut être source de paupérisation, alors que dans un foyer où l'apport principal sera l'apport du salaire ouvrier ou fonctionnaire masculin, eh bien, au décès, il y a bien un déséquilibre qui se crée, même si la femme travaille. Et donc, le fait de refuser de considérer le veuvage comme un risque, et comme un risque social, fait qu'on ne crée pas une législation propre au veuvage. Il faudra attendre 1981, donc pour qu'il y ait reconnaissance du risque veuvage, en tant que risque social. Et du coup, on va s'appuyer en fait sur la mise en place d'une protection dérivée pour la veuve, qui est une protection dérivée de la protection du mari. Le problème, eh bien, c'est que cette protection des travailleurs, elle va se faire avec des dispositions différentes. On a un empilage de textes avec des lois qui sont extrêmement, des protections qui sont extrêmement émiettées, on met en place des mesures spéciales par risque, donc l'accident du travail, la mort du fonctionnaire, etc. Ou les charges de famille, la protection du chargé de famille. On se trouve donc avec des dispositifs qui peuvent être très différents, pour lesquels aussi on veut éviter les cumuls, parce qu'il faut aussi protéger les finances publiques. Il faudra d'autant plus les protéger après la Première Guerre mondiale et les premières crises économiques monétaires. Ce qui fait que on a donc cet empilement de textes qui fait que, au sein même des veuves, puisqu'au final, quand on analyse toutes les dispositions et qu'on trouve des dispositions sur les veuves, au sein même des veuves, il y a déjà entre guillemets, des discriminations. Toutes les veuves ne seront pas protégées et ne seront pas protégées de la même façon.
Et puis, on va exclure du coup de cette protection dérivée un certain nombre de femmes. Cette protection dérivée, elle s'est faite en s'appuyant sur la notion de patrimoine social. Donc le fait de donner des droits sociaux aux travailleurs, je cotise, donc ensuite j'ai une créance envers la société. Ce patrimoine social, on va essayer de le transférer aux ayants droit, donc à la veuve et aux orphelins, en reprenant un certain nombre de règles du droit civil, et puis en altérant d'autres. Et notamment, c'est que les droits acquis ne sont pas forcément liquidables puisqu'ils vont dépendre de la situation du titulaire. Et surtout, autre dérogation au principe de dévolution du patrimoine, c'est le conjoint survivant qui passe en première position devant les ascendants, en tout cas jusqu'à la loi Del Sol, puisque en droit civil, on voit la même évolution qui se fait, où le conjoint survivant va primer les ascendants progressivement. En fait, quand on analyse les régimes, les différents régimes, il y a quand même donc des dispositions qui sont communes. Alors il y a toutes les dispositions d'abord communes au mari, puisque je vous l'ai dit, ce sont des droits dérivés. Donc les dispositions sont communes d'abord au mari, il faut qu'il soit décédé dans certaines conditions, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut qu'il soit décédé après un certain laps de temps dans son entrée dans la vie active, ou bien, notamment en matière militaire, dans des circonstances particulières. Donc lui, il faut qu'il remplisse des conditions de fond pour constituer son patrimoine social. Et bien évidemment, des conditions de forme. Il ne faudrait pas qu'il manque certains papiers au moment de la constitution des dossiers. Mais ensuite, eh bien, lorsque on examine la veuve, elle aussi se retrouve avec des conditions qui lui sont propres pour pouvoir obtenir ce patrimoine social constitué par son mari, donc cette réversion des pensions ou certains secours, et critères qui montrent que la protection sociale est vraiment conçue avec, en tout cas en matière de veuvage, avec une femme qui est maintenue au foyer. Pourquoi donc une femme mariée, maintenue au foyer ? Parce que d'abord le lien matrimonial est exigé. Et pendant très longtemps, il faudra attendre après la Seconde Guerre mondiale pour que, bien après la Seconde Guerre mondiale, pour que la concubine ait droit aux pensions de réversion ou à des aides. La femme donc ne peut pas prétendre à la pension de veuve si elle n'a pas été mariée. Il ne suffit pas qu'elle ait été mariée, il faut que l'union elle ait été durable. C'est bien la preuve qu'elle était au foyer auprès d'un époux donc puisque on réclame jusqu'en 1913, on réclame minimum 6 ans pour la réversion d'une pension civile. Alors qu'on réclame que 2 ans pour la pension militaire. Alors en 1913, il y a des débats, parce que justement, pourquoi une veuve civile devrait rester 6 ans minimum mariée avant d'avoir une pension, enfin si son mari décède avant, pas de chance, pas de pension de réversion, alors qu'une femme de militaire 2 ans. Donc il y a des débats là aussi régulièrement à l'Assemblée. Et donc en 1913, on va réduire à 2 ans la présence à 2 ans le mariage. Parce que 1913, on réduit à 2 ans la présence pour les femmes, les femmes de fonctionnaires civils. Sinon, c'était 6 ans. Parce que dans les débats, c'est ce qui ressort, la pension de réversion, elle est une contrepartie aux soins de la bonne épouse et de la bonne mère qu'elle aura apporté au foyer. C'est quand même dit à plusieurs reprises par des parlementaires. Bon, n'oublions pas que ce sont des hommes. C'est assez rare que la loi n'exige pas de durée du mariage. Et puis, cette durée, elle est donc toujours appréciée par rapport au décès, mais dans certaines législations, eh bien, ça va être par rapport à la date de l'accident qui a entraîné la mort.
ou par rapport à la date des blessures et des infirmités qui seront ensuite à l'origine de la mort. Donc on peut avoir aussi une appréciation très relative de cette exigence de durée matrimoniale. Ce qu'on veut éviter, c'est les mariages in extremis, parce que ça aussi, ça vient régulièrement dans les débats. Certes, généralement, la veuve, elle est vue comme une pauvre femme plutôt sainte, mais quelquefois, on la voit comme une putain, qui ne se marie que pour toucher des pensions de réversion. Alors, notamment, quand on regarde ensuite au moment de la Première Guerre mondiale, ça revient très souvent dans les débats. Puisque là, il y a aussi un autre facteur. Bon, je ne vais pas du tout parler des veuves de guerre, mais c'est aussi intéressant parce que là aussi, il y a une dichotomie dans la protection entre veuves civiles et veuves de guerre. Les veuves de guerre seront plus protégées parce qu'il y a eu un sacrifice au profit de la nation avec la perte du conjoint. Mais du coup, il y a aussi une suspicion plus forte de ces femmes qui enchaîneraient les mariages de militaires pour se faire des dots, entre guillemets, c'est pas le bon terme, hein, mais pour toucher des pensions. Donc, bref. Donc voilà, parce qu'on perçoit la femme mariée, donc même si on la qualifie souvent de bonne mère et de bonne épouse, et que c'est pour ça qu'on va lui donner une pension de réversion, parce qu'elle s'est occupée de son foyer et de son époux, donc en permettant à son époux, on le retrouve dans les débats, le fait qu'elle s'occupe bien du foyer, ça soulage l'époux qui peut donc s'investir dans sa carrière de fonctionnaire ou dans son travail d'ouvrier, etc. Donc avoir une meilleure rentabilité. Se pose la question de la rupture du lien matrimonial. Si on a divorcé, est-ce qu'on peut, percevoir une pension ? Alors le législateur a dit non. Alors d'abord parce que techniquement, quand on est divorcé, on ne peut pas être veuve. Mais face aux réclamations notamment de syndicats, la question s'est posée et on a accepté la séparation de corps, puisque quand on est séparé de corps, on n'est pas divorcé, donc il y a toujours l'obligation de secours. Et donc si la séparation de corps a été faite à la demande de la femme, elle peut percevoir la pension, parce qu'on peut supposer que si elle a fait la demande, c'est qu'elle a des griefs forts contre son mari. En général, on pense à l'adultère. En revanche, si le divorce est prononcé contre la femme, eh bien, on estime qu'elle ne peut pas obtenir une pension, puisque on tient à la sanctionner, puisqu'elle n'aurait pas, elle n'aurait pas rempli son rôle de bonne mère et d'épouse, voilà. Et donc on a ce débat sur la femme divorcée ou la femme séparée de corps. Est-ce qu'elle peut donc ou pas obtenir une pension de réversion. Alors on avait un petit problème, c'est que en matière militaire, même si la femme avait demandé la séparation de corps, elle ne pouvait pas obtenir la pension militaire. Et par ailleurs, les ayants droit du décédé, les parents du décédé pouvaient faire demander à ce que la séparation de corps soit prononcée en divorce après le décès du mari, si celui-ci à condition qu'il puisse prouver que celui-ci voulait demander un divorce finalement, mais qu'il n'avait pas eu le temps de le faire. Donc en fait, dans le droit social, se pose donc aussi cette question donc, entre femmes veuves divorcées. Et on le verra plus tard, les femmes veuves vont militer pour obtenir, elles aussi, une pension à réversion, quelle que soit la cause du divorce. Après tout, avant de divorcer, elles étaient bien femmes au foyer et et elles s'occupaient du ménage, dans le sens, pas le ménage, mais et le lien matrimonial, il est apprécié au-delà du décès, parce qu'on va mettre en place des règles
pour maintenir les pensions seulement si la veuve ne se remarie pas. Donc, prime à la fidélité. Et puis aussi parce que si elle se remarie, elle n'a plus besoin que l'État lui vienne en aide, remplace l'époux absent par le biais du patrimoine social, puisqu'elle est de nouveau avec un conjoint qui peut subvenir à ses besoins. Donc c'est notamment en matière d'accident du travail où on va voir que dès le départ, on prévoit qu'en cas de remariage, la rente est convertie à 3 annuités de rente. Ce qui pousse paradoxalement, alors que le législateur, dans tous les débats, veut lutter contre le concubinage, ce qui pousse paradoxalement un certain nombre de veuves à se mettre en concubinage de fait pour ne pas perdre la rente, qui était plus avantageuse qu'un capital de 3 annuités. Et puis, les femmes, la reconnaissance du rôle de la femme permet parfois, donc si elle ne répond pas à toutes ces règles pour la mise en place d'une pension, de réversion au sens large, parce que normalement, techniquement, le terme concerne seulement les pensions civiles et militaires, mais quand on fait l'analogie avec tout ce qui est droit du travail, etc., accident du travail, on retrouve, en fait, c'est la même chose. C'est la fécondité de l'union, c'est-à-dire que quand une femme a eu des enfants, dans un certain nombre de lois, on constate que le fait d'avoir des enfants mineurs permet d'obtenir des pensions alors qu'elle n'y aurait pas eu le droit s'il n'y avait pas d'enfants, parce qu'il manque des conditions de délai du mariage, ou de séparation de corps, divorce pour faute, etc. À partir du moment où il y a un enfant ou des enfants mineurs, on permet à la veuve d'obtenir, puisqu'en fait, elle aura répondu à sa tâche qui est donc d'être féconde et de fournir donc le renouvellement des générations. Son rôle biologique, c'est de pondre. Alors le problème de ces empilements de textes, c'est qu'on trouve donc des situations qui peuvent être, même s'il y a des principes un peu directeurs, de lien déjà d'acquisition par le mari, d'un patrimoine social et de conditions propres à la femme, on va se retrouver qu'au sein des veuves, on peut avoir déjà des exclusions. Si le mari n'acquiert pas de capital social, de patrimoine social, parce que la loi ne lui en prévoit pas, quand vous serez veuve, vous n'aurez rien. Et par exemple, en matière d'accident du travail, dès le début, il y a eu des critiques dans la doctrine, en politique, par les syndicats aussi représentatifs, c'est que les accidents du travail ne concernent que les industries manufacturières, la construction, les chantiers, et on a écarté les entreprises commerciales, on a écarté le travail dans les prisons, on a écarté le travail agricole avec des objets inanimés. Il fallait avoir des objets motorisés. Dès que le travail n'était pas avec un objet à moteur, on était exclu. Donc un ouvrier agricole qui chutait, par exemple d'un toit de ferme, n'avait pas le droit à la loi sur les accidents du travail, puisqu'il n'était pas... Donc on a comme ça, donc au sein même de tout le débat, toutes les avancées vont être, toutes les veuves vont être de militer pour qu'il y ait extension du patrimoine social du mari, de manière à ce qu'elle aussi puisse bénéficier de l'indemnisation. On a la même chose en matière de retraite, où on essaye de faire en sorte que les veuves puissent obtenir donc plus facilement les pensions à réversion, et c'est notamment le cas des veuves divorcées, où donc en 1924, on va accepter que la veuve divorcée ait un droit à pension qu'elle partagera avec la première épouse. La deuxième épouse partagera... excusez-moi, c'est les veuves les différentes veuves, puisqu'il y aura la divorcée qui deviendra veuve, puis il y aura peut-être une épouse actuelle. Donc ça va entraîner que certes, elles auront le droit à pension, mais s'il y a une deuxième épouse, elles devront partager cette pension de réversion. Donc il y a des critiques, puisque du coup ça amoindrit la protection de chaque femme.
On permet également, on met en place une tontine dans le sorte que si une des femmes décède, celle qui reste récupère la part de l'autre. Certains parlementaires avaient envisagé d'ailleurs, lorsqu'il y a eu les débats sur ce caractère tontinier, certains parlementaires avaient envisagé de faire un partage au prorata de la durée du mariage. Comme ça. Et donc on a régulièrement l'idée de prime à la fidélité. Qui, dans les débats, l'argument pour des parlementaires qui sont pour ce partage au prorata de la durée du mariage ont toujours l'argument de la fidélité, fidélité pendant le mariage, après le mariage, après le décès, etc. Certains sont quand même un peu taquins et demandent ce qu'il faudra faire s'il y a, parce qu'on n'envisageait que le cas d'un divorce et un remariage du décédé, mais certains posent la question, et que se passera-t-il s'il y a une troisième union, voire une quatrième union? Et en faisant des comparaisons avec ce qui se passait dans nos colonies, puisque dans nos colonies, il n'y avait pas l'aspect tontinier, il y avait un partage égal entre les veuves, puisqu'on pouvait reconnaître, notre droit reconnaissait les droits locaux, donc dans certains endroits la polygamie, mais il n'y avait pas de caractère tontinier. Donc en cas de décès d'une veuve, d'une ex-veuve, eh bien les autres ne récupéraient pas sa part. Donc certains se demandaient si après tout on ne devrait pas avoir le même système qui devait se mettre en place. Quand on parlait de la femme, de la veuve, l'autre combat des veuves va être et puis des veufs aussi, va être de faire en sorte que lorsque l'enfant est ouvrant droit ou prorogateur de droit, eh bien ça profite à tous. Parce qu'on a fait nos lois sur les allocations familiales en 1932, et puis surtout notre loi, une autre loi de 1930 sur les pensions temporaires d'orphelins, eh bien, excluer les veufs et puis poser des conditions par rapport au nombre, surtout la loi de 1930 sur les pensions temporaires, sur le nombre d'enfants et l'âge des enfants. Donc on se retrouvait avec des femmes qui avaient des enfants parfois trop âgés, puisqu'au-delà de 16 ans, ils ne pouvaient plus être pris en charge, ils ne pouvaient plus avoir d'allocation temporaire. Or, s'ils étaient handicapés, eh bien, ces enfants restaient quand même à charge. Donc, on avait exclusion de veuves avec des enfants trop âgés, ou alors exclusion de veuves qui n'ont plus d'enfants à charge. Voilà, donc je suis allée un peu vite parce que j'avais un peu peur, je ne peux pas trop dépasser. Donc c'est peut-être un peu confus, mais ce que je veux montrer, c'est que le fait de la conception du veuvage, le fait de le penser comme un veuvage féminin, mais en refusant d'en faire un risque social, on n'a pas eu de vision globale de la question. On a pensé d'abord à la création de droits d'un patrimoine social pour le travailleur. Alors quand on parle travailleur, a priori ce n'est pas genré, puisque ça pouvait être l'homme ou la femme. Sauf que lorsqu'on examine les débats, très souvent, le travailleur est bien catégorisé comme étant un homme qui travaille, et on trouve toujours des articles incidents en fin de texte ou par rapport à certains autres articles sur certaines conditions, où là on parle de la veuve. Donc on voit bien qu'il y a malgré tout dans notre façon de penser notre protection sociale et de penser le veuvage, on pense d'abord veuvage féminin et des femmes qui sont exclues du marché du travail, ce qui ne correspond pas forcément à une réalité, mais en tout cas une réalité partielle, parce que certes elles pouvaient être exclues du monde du travail, certes elles avaient très souvent, et c'est encore le cas, des métiers moins bien rémunérés, mais voilà, donc on se retrouve avec cet émiettement, ces superpositions, une vision non globale, qui entraîne du coup des discriminations au sein même de la catégorie veuve, puisque selon qu'on va être trop jeune, trop âgé, avec des enfants, pas avec des enfants trop jeunes ou trop âgés, handicapés, pas handicapés, on a des droits ou on n'en a pas. Les femmes fonctionnaires civiles, par exemple, vont militer pour obtenir que les pensions de réversion prennent en compte les enfants, puisque jusqu'avant la Première Guerre mondiale, les femmes de fonctionnaires civils n'avaient pas de pension, n'avaient pas de majoration de pension, quel que soit le nombre d'enfants. Ce qui n'était pas le cas en matière d'accident du travail. En matière d'accident du travail, il y avait une pension pour la veuve et il y avait une pension
au prorata du nombre d'enfants. Alors là aussi, il y avait des discussions. Est-ce qu'on fait une pension globale par rapport au nombre d'enfants? Pour un, c'est tant de % du salaire, et puis par récision 5, ou est-ce qu'on fait de l'augmentation en fonction 10% pour un enfant, 20% pour deux, etc. Mais il ne fallait pas qu'au total, ça dépasse 66% du salaire du mari. Parce que c'était considéré comme, enfin, la mort est considérée comme une incapacité permanente. Donc comme l'incapacité permanente était à 66%, il ne fallait pas qu'on aille au-delà de 66%. Enfin, c'est assez ubuesque, effectivement, quand on se penche sur les droits. Et puis du coup, on se retrouve avec, donc, au sein des veuves, des différenciations, mais aussi ensuite si on a été divorcé, pas divorcé, et tout le cheminement va être justement d'arriver à une harmonisation, mais c'est toujours des harmonisations partielles, parce qu'on ne prend pas la loi, enfin la problématique dans son ensemble, on prend par petits bouts de loi, sans compter que ces lois, très souvent quand on analyse aussi les débats, on se rend compte que quand on parle de la veuve et qu'on veut la protéger, oui, on veut la protéger, lui donner des moyens d'existence, mais derrière ça, on cherche d'autres choses, on poursuit d'autres buts. Et très souvent, ce qui revient dans les débats parlementaires, c'est donc la natalité. Encourager les femmes à avoir des enfants, d'où toutes les bonifications qu'on met en place, ou toutes les améliorations de pension dès qu'il y a des enfants. C'est stabiliser les hommes dans certaines industries ou dans certains métiers dont on a besoin. Donc on le voit, parce qu'on prend comme ça des lois, quand on va commencer tout ce qui est aéronef, un peu avant la Première Guerre mondiale, et bien on va mettre en place des pensions particulières pour les veuves, parce qu'on veut encourager certains militaires à partir dans cette nouvelle branche à risque, qui est l'aviation. C'est la protection de certaines industries par rapport à la concurrence internationale, notamment par rapport à la concurrence avec l'Allemagne. Il y a des débats pour certaines industries où on va donner des droits parce qu'on veut essayer d'attirer donc des hommes dans ces métiers-là et on met en avant donc notre commerce, etc. Donc à partir du moment aussi où on ne cherche pas le but premier qui est la protection, mais qu'on cherche derrière la promotion de la famille légitime, de la natalité ou d'intérêts nationaux au sens large, eh bien on peut s'écarter dans la mise en place des mécanismes et donc arriver ensuite au résultat concret qui est une protection généralisée. Ce qui pose... voilà, ce que je voulais montrer, c'était que la conception du veuvage va entraîner la mise en place d'une protection, et comment on met en place cette protection a des répercussions sur comment est vu le veuvage. Et donc ensuite on est tout le temps avec des jeux d'ajustement. Voilà. Merci beaucoup.